pas croire que le chiffre est apolitique, c'est absurde. La politique est une nécessité pour faire évoluer le chiffre. Alors après, le chiffre, qu'il soit factuel, pourquoi pas, ça n'implique pas une action politique aussitôt derrière. Salut tout le monde, je suis Bertrand Lenôtre, bienvenue dans Despropaganda numéro 5. Despropaganda, le podcast qui explore les théories et les exemples de manipulation dans le passé et dans le présent. Aujourd'hui, avec notre invité, nous allons vérifier la fameuse maxime « Les chiffres ne mentent pas ». Mais pour commencer, après vous avoir remercié d'être encore une fois au rendez-vous et de vous abonner à ce podcast, je voudrais vous lire un court extrait du livre « La théorie du complot pour les nuls » de Michel Musolino à propos de désinformation et de manipulation. La désinformation est une manipulation de l'opinion publique à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés. Selon l'écrivain Vladimir Volkov, dans sa petite histoire de la désinformation, en 1997, elle est beaucoup plus subtile que la propagande ou le bourrage de crâne. Guy Debord souligne pour sa part ce qui est la nature profonde de la désinformation. Contrairement au mensonge, la désinformation contient une part de vérité. Idée que Paul Valéry avait déjà explicitée, le mélange de vrai et de faux est énormément plus toxique que le faux pur, a-t-il dit. Cette part de vérité sert à rendre crédible et vraisemblable l'ensemble de l'échafaudage bancal. Comment peut-on dire le faux? Comment peut-on mentir avec la vérité? Il existe 1000 méthodes bien connues, choix des informations, des images, art du montage. L'image joue un rôle essentiel, elle est la vérité dans nos sociétés. Tout ce qui apparaît est vrai, tout ce qui est vrai apparaît. Voilà ce qu'écrivait Guy Debord. La mésinformation, toujours dans le livre de Michel Musolino, c'est l'information de mauvaise qualité. Elle vient de la déformation des faits pour favoriser un ordre du jour, du mélange de l'information et de la promotion, et surtout des insuffisances, pour ne pas dire de la médiocrité des journalistes. Prenons un exemple. Le journaliste économique de BFM, Nicolas Dose, s'adresse à Marine Tondelier dans une volonté de disqualification un tantinet sexiste, soit dit en passant. C'était il y a quelques jours, et il disait ceci. Est-ce que vous ne craignez pas un effet Laffer? C'est-à-dire que les gens partent? Non, pas du tout. Non, l'effet Laffer, ça a été d'ailleurs validé par des économistes qui vous sont proches, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Emmanuel Saez. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a un moment, si on met des impôts trop élevés, on finit par avoir une recette qui baisse. C'est ça l'effet Laffer, c'est l'économiste anglais Arthur Laffer. Nicolas Dose présente donc comme une vérité indépassable, avec toute l'autorité de son statut d'expert médiatique, une théorie qui a été élaborée sur un coin de table en 1974, c'est une histoire vraie, et qui est très loin de faire consensus chez un grand nombre d'économistes, dont Thomas Piketty d'ailleurs qu'il cite à tort comme un validateur. Cette courbe est même classifiée par certains comme une fumisterie économique qui voudrait corréler de façon simpliste l'augmentation des taux d'imposition avec les recettes fiscales. Qui plus est, il a été démontré que cette courbe pourrait fonctionner potentiellement au milieu de beaucoup d'autres critères aussi importants dans certains pays, mais pas tous. Nicolas Dose attribue pour la petite histoire cette courbe à un économiste anglais qui était en fait américain. Beaucoup d'affirmations donc qui surfent entre approximation économique et argumentaire douteux. Est-ce de la désinformation ou un cours magistral d'économie? Est-ce de la mésinformation ou une véritable pensée politique? Je vous laisse juge. Despropaganda, épisode 5, c'est parti. Et l'invité de ce nouveau numéro de Despropaganda, c'est Antoine Oulou-Garcia. Bonjour Antoine Oulou-Garcia. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au CESPRA. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le Centre des savoirs sur le politique, recherche et analyse, d'où l'acronyme. Ça c'est au sein de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, c'est comme ça se prononce précisément. Vous êtes chargé de cours à l'université de Trent en Italie. Vous résidez à Trent d'ailleurs, je crois bien. Oui, ça fait 8 ans que j'y suis. Ça fait 8 ans que vous êtes là-bas et vous êtes également, de temps en temps, rédacteur en chef de certains numéros du magazine Tangente. Vous aviez reçu le prix Tangente de vulgarisation scientifique d'ailleurs, avant d'être rédacteur chef. Sinon, ce serait évidemment un tout petit peu bizarre. Et vous êtes donc un des 3, je crois, rédacteurs en chef de ce magazine. Vous avez publié 8 essais, 8 livres parascolaires. Il y en a eu pas mal. Alors évidemment, on ne va pas tous les citer. Mais dans l'ordre, en 2020, une histoire de la manipulation par les chiffres de l'Antiquité à nos jours, sous-titré Le théorème d'Hippocrite, c'était écrit avec Thierry Maugenet.
Vous avez écrit 21 énigmes pour comprendre enfin les maths en 2022. Il était une fois le zéro, l'histoire du zéro, c'est absolument fascinant en 2023. Et puis 2024, vous avez élargi le spectre avec les mensonges dans l'histoire des sciences et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton. Bref, maths et sciences, ce sont les sujets dont on va parler. On va surtout parler de notre absolue méconnaissance scientifique dans la population française notamment, pas qu'en France, et en France c'est très très marquant. Au pays de Descartes et du rationalisme, on a une culture scientifique qui est proche du zéro absolu, ça vous parle, le zéro. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est une espèce de brèche ouverte pour toute forme de manipulation par les sciences et les maths, ça ? Malheureusement, oui. Il est clair que là où on n'a pas d'informations suffisantes, là où on n'a pas de méthode, là où on n'a pas de savoir-faire, de savoir aussi, de savoir lire, de savoir décrypter, c'est sûr qu'on peut se faire avoir très facilement. Et je pense qu'effectivement, que ce soit la classe politique, mais que ce soit aussi parfois toutes les sphères de la connaissance en général, peuvent utiliser cette méconnaissance-là de la part du grand public pour faire croire à des fables. Parfois aussi en se trompant sincèrement, parce que il n'y a pas forcément une volonté de manipulation au sens méchant du terme, au sens tout à fait conscient et manipulateur, mais il peut y avoir aussi tout simplement le fait de dire des bêtises, ça peut arriver à n'importe qui, c'est bien normal, sauf que quand on n'a pas une base citoyenne qui est capable d'avoir une grille de lecture pour percevoir les erreurs de raisonnement et des choses comme ça, eh bien alors tout le monde tombe dans le panneau. Toujours privilégier la thèse de l'incompétence, comme disait l'autre. Et c'est vrai, quand les hommes politiques parlent de science de façon générale, de technologie, de nouvelles technologies, dès qu'on connaît un tout petit peu le sujet, on s'aperçoit qu'ils disent absolument n'importe quoi pour une grande partie d'entre eux, et qu'en face, ils n'ont absolument aucune réponse des journalistes qui eux-mêmes sont dans la même ignorance scientifique, en fait. C'est un vrai problème, parce qu'effectivement, il y a normalement une relation très forte entre démocratie et science. La démocratie comme la science, elles ont ce point commun que les vérités ne sont pas des vérités absolues, c'est des vérités co-construites qui peuvent évoluer dans le temps, qui peuvent être remises en question. Et le problème, c'est qu'effectivement, notamment sur des sujets un peu techniques, alors vous disiez effectivement la technologie, mais on pourrait dire également tout ce qui va concerner l'économie, où aujourd'hui on sait que l'économie est complexe, disons, à comprendre et à maîtriser. Eh bien, on peut avoir tendance en tant qu'homme politique, par exemple, à dire un peu n'importe quoi parce qu'il faut bien dire quelque chose, il faut remplir l'espace, mais ça va avoir des conséquences directes, et si on n'a pas une base citoyenne qui est capable de lire ça intelligemment, de critiquer, parce que c'est ça aussi le point commun entre science et démocratie, c'est que dans la science, on a des gens qui vont critiquer les théories qui sont mises en place peu à peu, pas les critiquer pour être méchants, pour les détruire, mais les critiquer pour les améliorer. De la même manière, si on n'a pas une base citoyenne qui est capable de prendre en main certains points en se disant « mais là c'est quand même bizarre, ça paraît assez contre-intuitif » ou « il semblerait quand même qu'on ait déjà tenté ce genre de choses et puis que ça n'ait pas marché », eh bien, malheureusement, on va avoir quelque chose qui s'apparente de moins en moins à de la démocratie, mais de plus en plus à une forme de ce qu'on va appeler une épistocratie, c'est-à-dire un gouvernement des savants, mais qui sont pas toujours si savants qu'on le croit. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est non seulement une épistocratie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de la démocratie, mais en plus, c'est une épistocratie de bas étage, et là, ça devient vraiment catastrophique. On va en parler parce que derrière la soi-disant science économique que prône pas mal de politiques, il y a ni plus ni moins qu'une doxa avec des chiffres qui n'ont aucun sens parfois et qui sont vraiment la base même, la structure de cette doxa. On en parlera un petit peu plus tard. Je voulais qu'on vienne sur quelque chose qui me semble essentiel dans la culture scientifique et qui aide au complotisme, entre guillemets, c'est cette façon de confondre corrélation et causalité. Ça, c'est vraiment une des bases fondamentales qui n'est pas perçue et qui fait que tous les complotismes peuvent passer hyper facilement, en fait. Alors, tous les complotismes, et pas seulement, aussi parfois des idées qui sont plus caractéristiques, disons, d'une certaine catégorie élevée de la population. Par exemple, il y avait une étude il y a 15 ans à peu près, si je me souviens bien, qui était parue dans un grand journal de médecine scientifique, donc une vraie revue scientifique. Et cette étude, qui avait été conduite notamment par des Français, sur des dizaines de milliers de patients, montrait que la consommation régulière de produits bio permettait de réduire de 25% le risque de cancer. Et bien ça, c'était exactement dans le mille de ce qu'on appelle effectivement la confusion entre corrélation et causalité. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens qui mangeaient bio avaient d'autres facteurs dans leur vie que le simple fait de manger bio qui les caractérisait. Par exemple, ces gens-là sont tendanciellement plus riches, donc tendanciellement vont plus souvent chez le médecin, font des bilans de santé plus régulièrement, ont une vie plus saine, ont aussi des métiers
qui les exposent moins à des choses qui peuvent provoquer des cancers, qui aussi vont moins se faire peut-être réchauffer des plats préparés en barquette dans le micro-ondes, et donc vont développer moins de cancers pour toutes ces raisons-là, qui ne sont en aucun cas liées à la consommation régulière de produits bio. Donc là, c'est un exemple assez simple de corrélation-causalité tout à fait confuse. Imaginez, on peut faire un truc aussi tout bête sur la confusion pour l'expliquer à des gens qui n'aient pas du tout de culture statistique sur ce qu'est la corrélation et la causalité. Eh bien, on va dire, on a remarqué par exemple que l'été, on a remarqué qu'au fil de l'année, plus les gens mettent des lunettes de soleil, plus ils grossissent. Donc il faut interdire les lunettes de soleil parce que sinon ça les fait grossir. Évidemment que ça nous paraît absurde. Pourquoi on peut avoir un tel phénomène? Parce que quand on met des lunettes de soleil, eh bien en fait il fait probablement chaud, donc on consomme probablement des glaces et donc ça nous fait grossir. Mais vous voyez, ça masque un effet qui peut être derrière, et parfois les corrélations et causalités, il n'y a aucun rapport entre les deux, il n'y a aucun lien de cause à effet malgré une corrélation qu'on peut voir, et ça, c'est vrai que ça fait partie, je pense, des petits principes de savoir lire scientifique, c'est-à-dire de savoir décrypter de façon scientifique la réalité, qu'on devrait enseigner à l'école dès les plus jeunes âges. Ça fait très 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 longtemps que la classe politique a compris qu'on pouvait manipuler par les chiffres, ça date de l'Antiquité quasiment. Alors on a effectivement ce premier exemple que moi je trouve assez intéressant, qui remonte à Pythagore, puisque le Pythagore du théorème de Pythagore, alors le théorème de Pythagore n'est pas de Pythagore, mais ça c'est une autre question, et lui-même en était conscient, il ne se l'est pas auto-attribué, mais Pythagore était un vrai personnage, donc un grec, qui vivait dans les années moins 500, en Italie du Sud, à Crotone, et Pythagore a été nommé en quelque sorte par la noblesse locale, si on peut dire, comme étant l'éminence grise de la ville pour, en gros, diriger politiquement la ville. Il a mis en place une forme d'aristocratie intellectuelle là-bas, et il l'a justifié à travers sa théorie arithmétique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, eh bien, si on prend, sa théorie arithmétique était très liée à la musique, si on prend une lyre, par exemple, eh bien, ce sont des cordes qui ont des longueurs différentes ou des tensions différentes, mais admettons, comme sur un clavecin ou un piano par exemple, voilà, des longueurs de cordes différentes. Si une corde petite, c'est-à-dire, disons, métaphoriquement de petit mérite, se met parmi des cordes grandes, c'est-à-dire métaphoriquement de grand mérite, eh bien alors ça va faire quoi? De la cacophonie. Et bien ça va faire exactement la même chose dans la société. Si on a quelqu'un de petit mérite qui s'élève au-dessus des personnes de grand mérite, eh bien alors ça va être la catastrophe, ça va être l'anarchie totale. Donc il a utilisé cette métaphore arithmétique pour valoriser l'aristocratie intellectuelle qu'il avait mise en place, et puis aussi pour combattre, alors vraiment manu militari, la démagogie ou démocratie, c'est un peu compliqué à définir, naissante dans une ville voisine qui s'appelle Sybaris. Et effectivement, la ville de Crotone, menée par Pythagore, a fait la guerre à Sybaris et l'a détruite, tout simplement, l'a rayée de la carte. Cette histoire de cette élite intellectuelle scientifique qui doit dominer le monde, c'est vieux comme Hérode, presque comme Pythagore pour le coup, et on la retrouve beaucoup dans ce podcast puisqu'on en a beaucoup parlé avec Gustave Le Bon, La psychologie des foules, qui pensait que vraiment il y avait des gens qui étaient largement au-dessus et qu'il fallait leur fournir les clés du manège, et ça a été repris ensuite par Bernays, ça a été repris par Lippmann, et c'est toutes les théories de manipulation s'appuient sur cette idée-là en fait qu'il y a une élite elle-même. Il y a quelque chose qui revient souvent, c'est cette fameuse phrase qu'on nous sert de nauséum, vraiment, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on a en permanence de la part de la classe politique et pas que. Et quand les chiffres commencent à parler d'eux-mêmes, eh ben, il y a un problème, c'est que la démocratie ne parle plus là. Exactement, si les chiffres parlent à notre place, la démocratie n'a plus rien à faire. Et vous disiez juste avant que ce vieux rêve de confier la politique à des sachants, parce qu'on distingue en gros ceux qui sont intelligents et puis les autres, c'est ça. Alors bien sûr, Platon en parle déjà, mais quelqu'un comme Saint-Simon, dans les années 1820, a beaucoup insisté là-dessus, dans son ouvrage qui s'appelle L'Organisateur, et qui a eu un impact direct sur à la fois le libéralisme et à la fois sur l'histoire du socialisme. On a eu notamment cette idée de faire en sorte que les chiffres parlent d'eux-mêmes en politique, c'est-à-dire de mettre donc pour Saint-Simon, c'était de mettre des mathématiciens, des physiciens, des ingénieurs au pouvoir, en sorte de faire, disons, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'idéologie politique qui pourrisse en quelque sorte la clarté du discours scientifique, mais que ce soit vraiment les scientifiques qui définissent la politique
de façon pure et parfaite. Eh ben, on sait très bien que ça a pu mener à des extrêmes étonnamment très différents. Par exemple, dans les années 20, ça a mené en URSS au Gosplan, qui s'est inspiré directement de Saint-Simon et qui donc c'était donc des ingénieurs qui devaient calculer exactement quelle devrait être la production annuelle de toutes les choses possibles en Union soviétique. Vous avez également dans les années 30 quelque chose qui apparaît en France qui s'appelle le groupe X-Crise, qui donc naît à partir de la crise de 29, et ce sont des polytechniciens qui se disent « Eh bien, nous avons les chiffres, nous savons faire parler les chiffres de façon objective, de façon apolitique. Alors, confiez-nous les rênes du gouvernement, et nous ferons de bonnes choses. » Et en fait, on s'aperçoit que, au-delà du fait que X-Crise a eu un impact colossal sur ce qu'est devenu la bureaucratie contemporaine, X-Crise a été constitué de gens qui, à l'époque, étaient majoritairement favorables à la planification, donc d'orientation économiquement plus ou moins socialiste, pour le dire avec les termes qui correspondaient plus ou moins à l'époque. Pour autant, il y en a pas mal qui sont allés aussi rejoindre les rangs de Vichy, quelques années plus tard. Et en 2006-2008, je ne sais plus exactement la date, vous avez un nouveau groupe qui a voulu régénérer X-Crise, qui s'appelait X-Sursaut, et cette fois, c'était uniquement des économistes libéraux. C'est-à-dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes, oui, certes, mais en fait, ils sont quand même marqués par une idéologie politique, a priori, et faire croire que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est faire croire qu'il y a la possibilité de faire une politique pure, abstraite de toute idéologie, ce qui est un non-sens, ce qui est en fait quelque chose, comme vous le disiez justement, de très antidémocratique. Et sur ce point, je finis juste en précisant que moi j'habite en Italie depuis pas mal d'années. En Italie, il y a cette mode, depuis un certain temps, de faire des gouvernements techniques, c'est-à-dire des gouvernements qui soient apolitiques, formés d'experts, purement d'experts, qui ne sont affiliés à aucun parti politique. Et bien en fait, on s'aperçoit que tous les partis, tous les gouvernements d'experts, tous les gouvernements techniques qui se sont succédés en Italie depuis quelques décennies, ont tous fini par devenir des gouvernements libéraux. C'est-à-dire que les chefs de gouvernements techniques ont tous, peu après, fondé un parti libéral pour se présenter en tant qu'homme politique et non plus en tant qu'expert lors de prochaines élections. Donc ça montre que faut pas croire que le chiffre est apolitique, c'est absurde, il n'y a pas de choses factuelles qui puissent imposer une politique. Je peux dire, voilà, le niveau du chômage c'est ça, mais à partir de ce chiffre qui va être plus ou moins factuel, je peux avoir la perspective de le faire baisser, de le faire augmenter, de le travailler d'une certaine manière, d'une autre. La politique est une nécessité pour faire évoluer le chiffre. Alors après, le chiffre, qu'il soit factuel, pourquoi pas, mais ça n'implique pas une action politique aussitôt derrière. Parlons-en de cette manipulation des chiffres. Alors le chiffre du chômage, ça c'est vraiment le vieux truc. C'est qu'on a tellement de ressorts possibles pour faire baisser artificiellement les chiffres du chômage avec des mesures quelques semaines avant, qu'en fait ils ne veulent rien dire, et ça fait des années que ça dure, et ça fait des années qu'on sait que les chiffres de chômage ne correspondent pas à la réalité du pays. Vous avez effectivement déjà cette manipulation qui est assez facile à faire. Alors Florence Aubenas en a parlé il y a quelques années dans un livre qui s'appelait Le Quai de Ouistreham, où elle a remarqué que Pôle emploi, comme ça s'appelait à l'époque, 3 jours avant la publication mensuelle des chiffres du chômage, convoquait tous les chômeurs, donc chaque pôle emploi local le faisait, envoyait un mail à tous les chômeurs de son territoire pour une réunion obligatoire. Donc, forcément, comme toujours, il y a une partie de gens qui ne viennent pas, pour un tas de raisons. Parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont peut-être un entretien d'embauche, et puis il y en a plein qui, effectivement, oublient de répondre à ce mail, parce que, voilà, pour ces raisons-là ou pour d'autres. Donc tous ces chômeurs-là qui ne sont pas venus ou qui ne se sont pas excusés pour leur absence lors de cette réunion obligatoire sont automatiquement enlevés de la liste du chômage. Et puis, en fait, comme ils ne sont pas non plus méchants, quelques jours plus tard, une fois que les chiffres officiels ont été donnés, eh bien, ils sont réintégrés, on leur dit « Bon alors, pourquoi vous n'êtes pas venus ?» etc. Mais entre-temps, eh bien, évidemment, tous ces gens-là qui ne sont pas venus ont été rayés de la liste du chômage, donc on fait baisser artificiellement le chômage. Alors en plus de ça, c'est de la manipulation pure et dure, donc qui a provoqué un scandale évidemment énorme à l'époque. Mais en plus de ça, le chômage est en soi, comme tous les indicateurs statistiques, assez problématique parce qu'il ne révèle pas forcément ce que l'on pense. Nous, on va avoir tendance à assimiler globalement chômage et pauvreté. Or, il existe beaucoup de gens qui ne sont pas chômeurs et qui pour autant sont des travailleurs extrêmement précaires, à temps partiel subi,
par exemple, ou avec des salaires extrêmement bas qui ne leur permettent pas, par exemple, d'avoir un logement. Donc, ils dorment dans leur voiture tout en ayant un travail. Donc, pour ça, il faut quand même préciser que des organismes institutionnels comme l'INSEE, par exemple, pour laquelle, pour ma part, j'ai travaillé pendant 6 ans avant de partir en Italie, l'INSEE a mis en place des indicateurs complémentaires pour caractériser ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire toute cette zone grise des gens qui vivent des situations compliquées, mais qui ne peuvent pas être comptabilisés comme chômeurs, parce qu'il y a au-dessus de l'INSEE le Bureau international du travail, et il y a une harmonisation internationale des statistiques qui fait qu'on ne peut pas, nous, la France, dire « Ah ben voilà, on va définir chômeurs les gens qui en gros sont dans la galère ». Non, ça on n'a pas le droit de le faire. Par contre, on peut faire des indicateurs complémentaires. Mais là encore, il y a tout cet effort à faire, puisque en général, la classe politique ne parle que de l'indicateur du chômage, le pourcentage, ce fameux pourcentage du chômage, sans spécifier qu'en fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Allons au cœur de la doxa économique, alors de droite ou de gauche, c'est la même chose, on nous la vend depuis 40 ans. Le PIB, donc dont le calcul déjà peut être soumis à beaucoup de discussions, parce qu'il y a plein de choses qui n'y sont pas, d'autres choses qui y sont. D'ailleurs, pour la petite histoire, les gens ne le savent pas, mais le trafic de drogue, par exemple, fait partie du PIB en France. Je crois que vous rappeliez ça dans un de vos bouquins. En fait, c'est une obligation internationale. Alors, le problème, c'est que ce sont des choses qui, en France, étant illégales, parce que ça dépend des pays, du coup, mais par exemple, si vous prenez les Pays-Bas, il y a une partie qui va être tout à fait légale. En France, c'est 100% illégal, donc ce sont des estimations. Donc ça rend la chose plus compliquée, mais ça vient, là encore, ça rejoint comme la problématique du chômage, ça rejoint une problématique d'harmonisation internationale. Il y a aussi la prostitution dans certains pays, pas en France. Il y a un refus total en France d'inclure la prostitution dans le PIB. C'est pas tellement le PIB en tant que tel, c'est le fameux déficit à 3% du PIB qu'on nous sert, mais alors là, continuellement sur les plateaux, tous ces journalistes extrêmement sérieux qui viennent nous raconter que ça n'est pas possible, indépassable les 3%. Il faut nous parler de Guy Abeille. Ouais, donc là c'est Cocorico, c'est une invention française. Alors on est au début de la présidence de Mitterrand et Mitterrand veut marquer le coup en disant bon voilà, il faut que la gauche arrive au pouvoir, il faut qu'on montre que contrairement à ce qu'on nous accuse de faire, on n'est pas dépensier parce qu'on est de gauche, ce sont deux choses différentes, donc il va falloir quand même qu'on ait un indicateur qui nous permette de clarifier la manière dont les ministères dépensent de l'argent, dont l'argent public est utilisé par l'État. Et on ne sait pas trop quoi faire, parce que c'est compliqué de mesurer un tel truc, et donc Guy Abeille, qui est alors en début de carrière au ministère des Finances à Bercy, est appelé pour essayer de construire un indicateur. Et donc on ne sait pas trop quoi faire. Et on va se dire, on va peut-être prendre... le déficit, c'est pas mal. Ça veut dire en gros ce qu'on n'a pas dans la poche. Donc l'idée du déficit, elle est pas absurde. Mais le problème, c'est qu'un déficit, c'est quoi en valeur absolue ? C'est difficile à comparer. Ça dépend de la taille du pays, ça dépend des projets qu'a un pays. Donc c'est un peu délicat par rapport au volume économique que représente un pays. Le déficit, qu'est-ce que ça signifie ? Et donc, l'une des idées qui va être émise, c'est de diviser le déficit par le produit intérieur brut. Guy Abeille reconnaît lui-même que ça ne veut absolument rien dire. Il le dit lui-même, avec d'ailleurs humour, parce que en fait, il sait bien qu'on lui a demandé de construire un truc, mais que aucune réponse simple n'était faisable. Des réponses complexes sont faisables, mais il fallait un indicateur qui soit compréhensible et qui puisse donner une ligne directrice. Donc on a fini par avoir inventé ce 3%. Alors pourquoi ? Alors lui-même dit donc que cette division du déficit sur le PIB, c'est diviser des choux par des carottes, ça n'a aucun sens. Mais alors pourquoi 3% ? En fait là c'est tout bête, c'est parce que 1%, on était déjà au-delà à l'époque. 2%, on comprenait bien qu'on s'en rapprochait dangereusement, donc c'était pas une bonne idée. 3%, c'était bien, ça laissait de la marge. Et puis le chiffre 3, c'est joli. Mais ça fait sérieux. Voilà, ça fait sérieux. C'est toute une symbolique, le chiffre 3. Mais simplement, on a l'impression que ce 3%, il est déduit d'une équation avec des intégrales, des dérivées partielles, etc. En fait, non, ce 3%, c'est un choix purement humain, parce que ça nous arrangeait à l'époque. Mais en fait, il n'a en soi aucun sens, et son inventeur le reconnaît volontiers. C'est ça aussi qui est intéressant. Alors lui, il a fait ce qu'on lui demandait, et puis il fallait bien essayer de faire quelque chose. Et puis, en soi, ce 3%, il n'est pas
complètement mauvais. Ce qui est mauvais, c'est le fait de le sacraliser à ce point, puisqu'aujourd'hui, il fait partie des choses qui, au niveau de l'Union européenne, sont des prérequis. Ah là, ils ont une attaque cardiaque à Bruxelles si jamais on dépasse les 3%. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voulais juste signaler un bouquin qui s'appelle Le choix du chômage, vous le connaissez peut-être, qui a été écrit par le journaliste Benoît Colomba, qui travaille à France Info notamment, et le dessinateur Damien Cuvillier, qui est sorti en 2021, et qui raconte à la fois ce qu'on se disait sur le chômage, qui raconte aussi cette histoire de Guy Abeille, qu'ils ont même interviewé, ils ont ressorti d'interview, où il raconte qu'il a fait ça en pleine nuit, il est allé boire une bière, et que vraiment, il s'est dit, bon, bah, les 3, ça devrait passer, c'est bon, on va leur proposer ça. Il y a vraiment cette histoire-là. Il y a des choses aussi, par exemple, sur la notion même d'austérité. On s'est rendu compte, on le sait maintenant aujourd'hui, c'est acté, que le choix de l'austérité qui a été fait notamment pour la Grèce et qui a laissé la Grèce dans un état pitoyable est un choix qui était basé sur une erreur de calcul et qu'on continue quand même à vanter. Certains nous vendent encore de l'austérité déguisée en rigueur. Je ne cite pas notre cher ministre de l'économie aujourd'hui. Alors effectivement, une erreur de calcul, mais on ne sait pas à quel point elle était volontaire. Et ça pose un peu problème. C'est effectivement une étude du FMI qui a été faite donc par des cadres du FMI, c'est pas le petit stagiaire qui a fait ça. Et en fait, ils ont voulu montrer qu'il y avait une corrélation. Alors là encore, ça ne veut pas dire causalité, mais enfin bon. Ils ont voulu montrer qu'il y avait une corrélation entre déficit et récession. Donc croissance négative. Le problème, c'est que dans leur, et c'est vraiment absurde, mais dans leur fichier Excel, parce qu'on est quand même à ce niveau-là de simplicité de choses, eh bien quand ils ont fait leurs calculs, ils n'ont pas tenu compte de certains pays. Certains pays pour lesquels, comme par hasard, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, on ne sait pas quelle est l'intention derrière, mais certains pays pour lesquels, en fait, il y avait du déficit, mais il y avait de la forte croissance. Donc certains pays qui, en gros, allaient contre ce que voulaient démontrer les deux auteurs de l'étude qui travaillent pour le FMI étant elle-même une organisation anti-déficit, puisque il faut juste préciser, il y a ce qu'on appelle le consensus de Washington, je crois en 1980 précisément, qui est un consensus qui permet de définir le néolibéralisme, et dans le néolibéralisme, le déficit est considéré comme une mauvaise chose par défaut. Donc le FMI s'intègre dans cette pensée politique et économique qui est celle du consensus de Washington. Les deux auteurs veulent montrer que le déficit c'est mauvais et comme par hasard ils oublient dans leurs calculs les pays qui auraient donné tort à leur théorie. Et effectivement ça n'a pas empêché, et ça n'empêche toujours pas, la plupart des pays de suivre cet exemple de la rigueur. Ça a mis la Grèce exsangue effectivement. On a pu noter néanmoins par exemple qu'un pays comme le Portugal, qui n'a pas suivi ça, qui a eu une politique au contraire qu'on appellerait tout simplement de relance, ça a eu des effets très très positifs et ça montre que malgré tout, voilà, cette rigueur qu'on nous vend, en fait elle ne marche pas forcément très très bien et c'est son contraire qui peut marcher beaucoup mieux. Bon, terminons avec une dernière manipulation de chiffres qui est assez courante dans le monde dans lequel on vit et particulièrement dans cette époque troublée dans laquelle nous vivons. C'est la fameuse dose de proportionnelle qui arrive aux élections en fait. C'est-à-dire qu'on vote de façon très régulière selon des schémas qui sont normalement préétablis, sauf que la carte, elle bouge pas mal et qu'ensuite, en fonction des besoins, on a vu la dose de proportionnelle, par exemple, qui pouvait arriver, s'en aller, et que ça, c'est une arme de guerre, en fait, qui change les règles du jeu sans que, finalement, personne n'ait rien à dire. C'est totalement antidémocratique de changer les règles en plein milieu comme ça. Alors, effectivement, moi, pour le coup, j'ai fait ma thèse sur les modèles mathématiques qui permettent d'analyser les règles électorales. Donc, c'est un sujet que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment passionnant. La première fois que c'est arrivé, c'est Pline le Jeune qui nous raconte ça. Je précise juste que c'est pas un truc récent de faire varier les règles du jeu. Pline le Jeune, oui, évidemment. Voilà, on est quand même il y a 2000 ans, on est dans les années 100-110 après Jésus-Christ. Et Pline le Jeune nous explique qu'effectivement au Sénat romain, il y a eu une manipulation comme ça qui a permis de faire changer le résultat, c'est-à-dire qu'au lieu de faire voter d'une manière, on a fait voter en cours de route d'une autre manière, et Pline le Jeune d'ailleurs s'en plaint en disant mais ce n'est pas légal de faire un truc pareil. C'est une chose classique, ça pose néanmoins des questions. C'est vrai que toutes les règles de vote ont des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas de règle absolument meilleure que les autres. Ça, c'est une chose, je pense, importante à dire. On peut montrer mathématiquement qu'il n'existe pas une règle de vote parfaite. Donc ça, c'est important parce que parfois les gens vont s'accrocher à dire « oui, mais évidemment, telle règle de vote défavorise tel type de parti, etc. »
c'est vrai qu'il y a des règles de vote qui défavorisent des partis, il y a des règles de vote qui vont favoriser ces mêmes partis, mais il n'y en a aucune qui ne va favoriser personne. Je pense que la meilleure règle de vote, c'est celle qui est la plus cohérente avec la manière dont un État, dont un ensemble collectif se perçoit lui-même. Par exemple, pour pas faire justement des choses liées à la France, mais aller outre-Atlantique pour être donc moins polémique, en 2016, lors de l'élection entre Trump et Hillary Clinton, Donald Trump avait gagné l'élection présidentielle tout en ayant moins de voix au total qu'Hillary Clinton. Les Français, parfois, avaient dit enfin, c'est scandaleux, la règle de majorité, c'est la majorité, quoi. Celui qui en a le plus, il gagne. Sauf que les États-Unis ne sont pas un État républicain comme nous, c'est un État fédéral. Le débat entre républicanisme et fédéralisme a eu vraiment une importance immense dans la naissance des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. C'est le fédéralisme qui a été choisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les États qui votent, parce que les États-Unis représentent les États appartenant aux États-Unis. Et ensuite, bien sûr, les États sont constitués de citoyens, mais c'est l'échelon État qui est le plus pertinent. Donc, je pense que dans ce cas-là, de l'élection de Trump, même si ça peut sembler bizarre pour nous, parce qu'on n'est pas habitué au fédéralisme, néanmoins, cette règle de vote est cohérente avec l'ADN historique et politique des États-Unis. Donc voilà, c'est juste pour éviter de répondre sur des choses trop polémiques sur la France contemporaine, mais en tout cas, la question des règles de vote ne s'arrête pas seulement à l'opposition, par exemple, proportionnelle ou élection uninominale à un tour ou à 2 tours, comme ça va être le cas pour les législatives ou les présidentielles en France. Il y a énormément de règles de vote possibles qui ont parfois plus ou moins d'informations. Celles qu'on a en France sont en général pas considérées comme les meilleures, parce que c'est vrai qu'on perd beaucoup d'infos sur les préférences réelles des gens. Mais voilà, ça fait partie aussi des choix. Ce qui me semble clair juste sur la France, c'est que on a cet aspect à 2 tours parce que historiquement on avait un bipartisme en France. Aujourd'hui, il semble que ça pose problème parce qu'en gros, ce bipartisme n'existe plus vraiment. Et donc, probablement qu'il faudrait faire évoluer la règle électorale vers quelque chose d'autre. Après, je ne me permettrai pas de répondre à quoi. C'est vrai que si on raisonne d'un point de vue purement démocratique, un peu plus de proportionnel serait peut-être pas mal pour avoir une assemblée qui ressemble à la réalité de ce qui se passe dans le pays, finalement. Ça dépend ce qu'on veut. Il y a 2 théories sur ce qu'est une assemblée nationale. Il y a la théorie, effectivement, hegelienne, qui consiste à dire on veut que l'Assemblée nationale soit une mini-France, voilà, si on prend l'exemple français, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait, par exemple pour Hegel, une répartition proportionnelle, notamment des métiers. Alors, je précise quand même qu'au-delà de Hegel, c'est aussi ce que voulait Pétain. Voilà. Il faut le savoir, parce que c'est quand même des points de référence dans l'histoire française qui sont importantes. Et puis, il y a la perspective, en fait, qui est celle de la Révolution française, celle plus précisément de l'abbé Sieyès, parmi d'autres, mais lui étant une voix assez importante, qui consiste à dire l'Assemblée nationale doit être les représentants de la France comme on envoie des représentants aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire on veut les meilleurs orateurs, les meilleurs hommes à l'époque et femmes aujourd'hui politiques pour faire la meilleure politique possible pour la France. Et ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement une représentation statistique, on n'a pas un échantillon comme ce serait le cas dans un sondage, comme le demande la perspective hegelienne, on a une représentation au sens des meilleurs. Donc voilà, là encore, ça pose des questions qui sont bien plus profondes que simplement le fait de dire « Ah, c'est évident qu'il faudrait ça ». C'est vrai que la proportionnelle a une cohérence avec l'idée de représentation statistique, mais est-ce que c'est celle-là qu'on veut? Ça encore, c'est une question de débat collectif. Antoine Loulou-Garcia, puisque vous avez parlé des États-Unis et de la France sur les élections, parlons-en sur la vision des statistiques, par exemple, et notamment les statistiques de la population. Aux États-Unis, les statistiques ethniques sont permises, dans d'autres pays aussi. En France, c'est vraiment, là pour le coup, niette, et ça a toujours été niette. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça pose un réel problème qu'il n'y ait pas ces statistiques en France, parce qu'on a notamment un parti qui peut raconter tout et n'importe quoi, et on ne sait pas si c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction possible sur, pour être précis, le nombre de musulmans qui vivent en France, le nombre qui seraient radicalisés, le nombre de gens qui seraient chômeurs ou qui ne seraient pas chômeurs, enfin bref, toutes ces choses-là, sans parler même de la théorie du grand remplacement, qui s'appuie sur des statistiques que personne n'a, en dehors des gens de Sciences Po et des hommes politiques qui ont ces statistiques d'ailleurs, mais qui ne sont pas partagées au public. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il faut libérer ces chiffres avec le danger que ça comporte, ou est-ce que finalement, ces chiffres-là, c'est pas mal qu'on les garde un petit peu sous le chapeau? C'est toujours compliqué, parce qu'effectivement, les États-Unis se sont construits sur une multiplicité
dès leur origine, de toute façon, et sur le fait de toute façon remplacer des gens par des autres, puisqu'ils eux-mêmes sont arrivés pour remplacer les Indiens qu'ils ont massacrés. Donc ils ont fait un peu table rase du passé, au sens vraiment violent du terme, mais ils sont arrivés comme un melting pot. On utilise le terme anglais parce que voilà, c'est pas un hasard. Ils sont arrivés comme ça, donc ça parle aussi de leur ADN. Nous, on a une perspective un peu différente, qui est une perspective où les gens arrivent en continu, depuis des centaines d'années, et voilà, ça fait une France, mais il n'y a pas une table rase au début. Donc il y a un ADN historique qui est un peu différent. Je précise quand même que c'est pas parce qu'il y a des statistiques ethniques, c'est pas parce que, par exemple, on peut dire le mot race comme un vrai mot dans le langage aux États-Unis, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problèmes raciaux. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas une pauvreté qui touche spécifiquement les Noirs, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas une violence, notamment policière, qui touche spécifiquement les Noirs, etc. Donc c'est pas forcément la panacée, c'est pas la solution à tout. Alors après, c'est vrai qu'en France, ça peut poser problème le fait de laisser ce flou, parce que les gens vont croire à des raisonnements portés par certains partis qui consistent à notamment gonfler le chiffre, par exemple, de la population qui se déclare musulmane en France. Le problème, c'est que même si on donnait, si on libérait la chape de plomb sur ces chiffres-là, sur ces statistiques ethniques et religieuses, est-ce que ça rendrait, est-ce que les gens seraient plus convaincus ou pas? Je suis pas persuadé. C'est pas parce qu'une institution toute officielle, toute indépendante qu'elle soit, donne un chiffre, c'est pas pour ça que les gens y croient nécessairement. Je pense que si on veut croire qu'il y a 50% de musulmans en France, on aura beau montrer, grâce aux statistiques, qu'en fait il y en a, je sais pas, 6 ou 8, ça changera rien pour ces gens-là, je pense. On aura même les biais de renforcement qui font qu'à chaque fois que le chiffre sera donné, le vrai chiffre, on pensera que c'est une manipulation. On dira oui, mais de toute façon, cacher la vérité. On nous ment parce qu'on ne veut pas nous dire la vérité. Alors, parce que aussi derrière ça, il y a un vrai problème, c'est-à-dire les statistiques religieuses, c'est comment moi-même je me déclare. Il existe sur l'Observatoire de la laïcité quand même des statistiques liées à la religion, mais là encore, est-ce qu'on va considérer, par exemple, je sors du cas musulman, est-ce qu'on va considérer que telle personne est juive parce qu'elle est d'origine juive ou parce qu'elle se déclare elle-même juive? De culture ou de confession? Là encore, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, par exemple, on peut être juif au sens de Hitler et on peut être juif en son sens propre, parce que, effectivement, je suis juif au quotidien dans ma religion. Mais on peut dire, oui, j'ai quelques grands-parents qui sont allés en camp de concentration. Pour autant, moi, honnêtement, je suis agnostique. Je me sens pas du tout juif, ni en culture, ni en religion. Oui, mais Hitler va me considérer comme juif. Donc là encore, il y a un problème de définition du champ et de nomenclature qui est délicat. Et je pense que si on fait des statistiques comme ça, il faut bien veiller à ce qu'elles ne soient pas faites dans la perspective d'opposer les gens, mais uniquement dans la perspective de clarifier un état de fait. Mais je pense que l'état actuel de la France n'est pas propice à une libération de ça. Non, je crois pas. D'autant qu'on a tous des identités qui sont très très bizarres à cerner en fait, et de plus en plus bizarres à cerner, donc les chiffres ne seraient jamais vraiment en corrélation avec ce qui pourrait se passer en fait. C'est vrai qu'il y a un retard, les statistiques ont toujours du retard sur l'évolution de la société, et par exemple, si on parle de questionnements comme liés au genre par exemple, c'est compliqué d'intégrer ça dans les questionnaires statistiques parce que ça fait des ruptures de série. C'est pas que les statisticiens veuillent pas changer les choses, mais c'est juste que c'est compliqué de comparer avant et après quand on casse la nomenclature. Donc en général, on a tendance à la conserver le plus longtemps possible. Et donc c'est compliqué, sur des statistiques ethniques ou religieuses, parce que on peut se déclarer aussi métis comme appartenance. On n'est pas obligé d'être A ou B, on peut être un peu des deux. Et puis métis, du coup, on peut être A et B et C. Il y a de plus en plus de variétés, et ça, la statistique, c'est vrai que c'est compliqué pour elle d'intégrer ça de façon instantanée, c'est impossible quasiment, donc ça poserait divers problèmes, effectivement. Est-ce qu'il vous semble que dans la société, il y a ce qu'on pourrait appeler le diktat du nombre? C'est-à-dire que finalement, il y aurait cette espèce d'ingérence permanente dans toutes les discussions qui serait le nombre fait foi, finalement, et puis on en arrête de discuter. Voilà.
Effectivement, alors je dirais pas que c'est le diktat du nombre en tant que tel, c'est le diktat de l'argument définitif sur lequel on peut plus rien dire. Il se trouve que le nombre permet souvent d'avoir cet argument définitif sur lequel les gens n'ont plus rien à dire, parce que c'est comme ça. Le nombre, il a ce côté factuel où on peut pas le contredire, bah voilà, il y a 8% de je sais pas quoi, ah bah voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus face à ça? Il y a 8%, il y a 8%. Sauf que, effectivement, voilà, le nombre est souvent cet argument qui clôt la conversation, et donc c'est vrai qu'il est utilisé de façon très très fréquente par la classe politique pour dire, et vous avez quand même ce truc assez fréquent maintenant qui est, j'ai apporté les chiffres, vous avez quelqu'un qui, on voit rien à la télé, mais qui apporte une feuille avec un graphique, on comprend pas ce que ça veut dire, on sait pas comment il a été construit, on sait pas quelles sont les hypothèses qui sont derrière, parce que la statistique c'est compliqué, c'est pas juste de compter des choses, hein, ça se saurait quand même, c'est un petit peu plus subtil que ça. Donc effectivement, oui, on a une forme de diktat du nombre, parce qu'on a ce diktat de l'argument imparable, et parce que en fait, on a implicitement en nous cette volonté antidémocratique. On n'aime pas quand ça discute. Ce qu'on voudrait, c'est un truc clair et net. Donc à la fois, c'est un peu paradoxal, on a ce rêve de l'impartialité totale, de quelque chose qui nous soit présenté comme étant apolitique et étant vrai, et à la fois, on aime bien quand même pouvoir dire, bah attends, je suis pas d'accord, je ne comprends pas ce que tu me dis, est-ce qu'on peut en débattre? Mais voilà, mais en même temps, on n'aime pas non plus trop cette notion de débat, parce qu'on a l'impression que on va pouvoir y mettre un peu n'importe quoi, un peu d'émotion, un peu de choses fausses, un peu de fausses informations, de fake news. Donc voilà, le nombre reste la pierre d'achoppement qui nous rassure très souvent, en même temps qu'elle nous enlève notre liberté de penser. Je parlais de politique, mais ça peut marcher dans les relations interpersonnelles vraiment sociales, pour le coup. C'est-à-dire qu'on va qualifier d'un film de bon parce qu'il a fait tant d'entrées, par exemple. Un homme va être un vrai homme parce qu'il a eu 253 femmes. Enfin, voilà, des délires comme ça aussi. C'est-à-dire que le nombre est vraiment marqueur de plein de choses. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il est marqueur de plein de choses dans toute la société. Je pense pas qu'il faille accuser pour autant le nombre en tant que tel. Ce n'est qu'un instrument. C'est comme la poudre à canon, on en fait des canons ou on en fait des feux d'artifice. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Le nombre, c'est la même chose. Mais simplement, il révèle, et c'est ça qui est intéressant dans le nombre et dans ce qu'on appelle donc toute la sociologie statistique et la philosophie des outils statistiques, c'est le fait de réfléchir à ce que ça révèle plus profondément de nous. Vous disiez, bah voilà, un homme est un super homme parce qu'il a 253 femmes. Bah, ça révèle surtout quelque chose de notre misogynie implicite et surtout très explicite en général. Un film est très bon parce qu'il a fait tant d'entrées, bah, ça révèle aussi une conception qu'on a de l'art qui est un art de masse. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est pas de dire il faut arrêter les nombres, au contraire. Il faut les approfondir, il faut être capable de mieux les comprendre, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est des choses à mon avis sur cette posture mentale face au nombre qu'il faudrait apprendre dès les petites classes, donc collège un petit peu, lycée très clairement, pour former des générations de citoyens qui soient capables d'avoir une distance et un recul sur eux-mêmes. Je voudrais qu'on termine, Antoine Oulou Garcia, par les technologies numériques, parce que là, pour le coup, le diktat du nombre, il intervient beaucoup. Vous le citez dans un des bouquins que vous avez écrit, l'astroturfing notamment, ça c'est le diktat du nombre. Alors, vous ne connaissez pas, vous qui nous écoutez, nécessairement l'astroturfing, c'est la façon de faire croire en fait qu'il y a une espèce de vague de fond d'une pensée, d'une idée, d'une idéologie, enfin, ou en tout cas d'une réaction à une situation qui arrive comme ça et qu'elle est vraiment le fruit de la population, alors que tout ça est une manipulation pur jus réalisée par des bots sur Internet et au profit de pas mal d'États. Les Russes sont absolument devenus maîtres en matière d'astroturfing. Et là, pour le coup, il n'y a que le nombre qui compte. C'est-à-dire qu'il y a 200 000 personnes qui ont dit ça, donc obligatoirement, il y a une lame de fond et les journalistes vont en faire des plateaux le soir en expliquant qu'il y a cette espèce de signal faible, comme ils disent, dans la population, qui n'est pas un signal faible, en fait, pour le coup. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ce que la chanteuse Maëlle appellerait l'effet de masse, mais du coup mis sur... C'est bien de citer Hegel et la chanteuse Maëlle dans la même discussion, moi j'aime bien. Parce qu'effectivement, elle, dans sa chanson, c'est sur le harcèlement, mais néanmoins, ici, c'est tout aussi vrai, et c'est sur la sphère politique dans un espace encore plus grand. Mais ça se passe aussi par les réseaux sociaux, très souvent, où effectivement, on va faire croire, comme vous le disiez très justement, qu'il existe un mouvement de masse qui pense quelque chose. Et vous avez en Chine ce qu'on appelle la 50 Cents Army. Donc, c'est des gens qui sont payés 50 centimes par tweet, ou équivalent. Oui, par publication réseaux sociaux. Ouais. Par publication sur réseaux sociaux. Par exemple, quand quelqu'un dit « Oui, franchement, ce matin, j'ai été arrêté par un policier pour rien, il m'a mis une amende, ça veut rien dire, j'en ai marre de cet état totalitaire qui nous fait du mal. »
Enfin, ça, il ne le dit pas parce que sinon, il est déjà en prison, là. Voilà, mais disons qu'ils disent un truc un peu plus léger, mais dans cette perspective-là. Et bien là, aussitôt, vous avez des centaines de publications sur les réseaux sociaux qui vont arriver pour pourrir l'auteur du message original et lui dire non, mais qu'est-ce que tu racontes, au contraire, c'est super, la police, moi, justement, elle m'a sauvé l'autre jour parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et donc, ça va faire croire, premièrement, à l'auteur du message original que, en fait, il est tout seul, isolé dans son monde où il pense ce qu'il pense. Et ça va faire croire aussi aux gens qui sont spectateurs de cette conversation que, oui, effectivement, on vit quand même dans un état où tout se passe bien. Et donc, ça va faire croire, alors là, bien sûr, c'est manipulé par un état, ça va faire croire qu'il existe une réalité qui est en fait une fiction pure. Et c'est vrai que ça peut mener, bien sûr, la population... À Trump aux États-Unis, par exemple. Voilà, on va avoir aussi des manipulations comme ça a été le cas avec Cambridge Analytica, avec des manipulations Facebook qui permettaient de convaincre des électeurs de voter Trump en leur faisant croire à des choses qui étaient parfaitement fausses. Et donc c'est intéressant parce que on vit dans un monde où la finance domine l'économie, c'est-à-dire la fiction domine le réel, et de la même manière, la manipulation des réseaux sociaux va dominer la réalité des conversations des gens, et donc là encore, la fiction va dominer la réalité. De 30 où vous êtes en Italie, il y a une confusion qui revient souvent chez les étudiants, par exemple, que vous devez lever quelque chose qui rentre dans le cadre de ce qu'on vient de se dire là depuis 40 minutes. Alors, moi, ce que j'enseigne à l'université de Trente, c'est la théorie politique. Donc, pour le coup, oui, des confusions, il y en a pas mal, et mes cours servent à les lever, notamment sur ce que c'est que le libéralisme et son histoire, ce que c'est que le socialisme et son histoire, ce que c'est que le féminisme et son histoire, ce que c'est que la démocratie, ses différentes expérimentations, etc., ses possibilités d'évolution futures, etc. Donc oui, je pense que tous ces mots que je viens de citer, parmi tant d'autres, c'est des mots qui sont déjà pas clairs dans l'esprit des étudiants, qui pourtant étudient ce genre de domaine. Et c'est des mots qui sont pas clairs dans la population globale, mais je pense que c'est aussi des mots qui sont pas clairs dans la classe politique. Je pense très sincèrement que la majorité des gens qui se disent libéraux dans la classe politique ne savent pas ce qu'est le libéralisme. La plupart des gens qui se disent socialistes dans la classe politique ne savent pas ce qu'est le socialisme. Et pareil pour le féminisme. Alors, je suis un homme, je dis ça avec des pincettes évidemment, parce que c'est un sujet où je voudrais pas faire d'appropriation culturelle, mais simplement, je pense que, clairement, les gens qui prétendent défendre des positions politiques n'ont aucune idée de la richesse qu'il y a. On peut être socialiste et dire le libéralisme est génial. On peut être libéral et dire le socialisme a une histoire extrêmement riche et passionnante. Simplement, on est sur des affrontements qui sont très très superficiels et qui me semblent malheureusement faire la politique de partis qui prônent plus la haine et la destruction qu'une construction collective d'un projet politique. Peut-être aussi parce que la France est restée dans une forme de lutte des classes, même intellectuellement parlant en fait, et qui a pro- et anticapitalisme qui sont des notions du 19e siècle qui continuent à être opérantes en fait en France aussi, et qu'on a du mal à imaginer que le libéralisme puisse être autre chose pour certaines personnes qu'une vraie pensée de droite, alors que c'est faux, et que voilà, donc on a des trucs comme ça, quoi. Il faut voir que le libéralisme a un ADN très sincèrement de gauche sur ce qu'on appelle les liberals aux États-Unis, c'est la gauche en fait, parce qu'il y a des formes, par exemple ce qu'a fait Hollande, le mariage pour tous, ce serait les libéraux qui porteraient ça aux États-Unis clairement. Donc il y a une partie de gauche dans le libéralisme qui est, on va dire, morale. Il y a une partie entre guillemets de droite qui est liée à l'économie. C'est complexe. Dans le socialisme, c'est pareil, c'est beaucoup plus complexe. Et par exemple, juste sur la notion de capitalisme, le prix Nobel d'économie américain Milton Friedman, qui est quand même un ultra-libéral, qui a conduit les expériences, les petits jeux politiques en Amérique du Sud au nom des Américains suite au coup d'État contre Allende, Milton Friedman dit clairement que le libéralisme et le capitalisme sont deux ennemis. Donc la pensée politique et la pensée d'économie politique, elle est extrêmement riche, parce que le capitalisme, ça consiste à mettre tout ensemble, à agréger le plus possible de choses, et lui, il voit ça comme étant du socialisme, en fait. Puisque le socialisme marxiste consisterait en une centralisation des moyens de production, c'est-à-dire exactement le capitalisme, mais d'État, là où pour Milton Friedman, il faut lutter contre ça, et le libéralisme, c'est la liberté d'entreprendre du petit producteur qui ne doit pas être menacé par un grand groupe. Donc c'est très riche, la pensée politique. Malheureusement, on a tendance à la restreindre, et en fait, tout le monde y perd.
Oui, parce que par exemple, personne ne fait vraiment la différence aujourd'hui de façon très très claire entre les libertaires et les libertariens, ce qui sont deux options très très différentes de penser. Et aujourd'hui, le libertarianisme, on ne sait même pas ce que c'est en France, en fait, ça n'est même pas perçu. Hein. Oui, en France, effectivement, c'est très 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 marginal, hein. Ça n'existe que dans les publications académiques. Alors que c'est quand même quelque chose qui est en train de nous arriver très très fort sur la figure depuis les États-Unis, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais sur ça, effectivement, moi j'avais fait un petit bouquin en 2022, donc qui s'appelait La politique, manuel aux citoyens qui n'y comprennent plus rien, parce que c'est un petit livre de poche vraiment qui est une sorte de vulgarisation de mes cours de théorie politique pour essayer de faire comprendre que voilà, on peut quand même clarifier des choses et que la politique n'est pas une chose dégoûtante comme on la pense aujourd'hui souvent. Ça peut être quelque chose de très intéressant, de très noble, qui nous fasse réfléchir. Après, on peut être pour ou contre, etc. Mais il y a des choses quand même il y a des vrais trésors de pensée dans l'histoire politique. On termine, Antoine Noulou-Garcia, par une petite recommandation, comme on le fait régulièrement dans ce podcast. Là, vous pouvez nous recommander 1 ou 2 livres, un à vous, par exemple, qui serait le plus à même d'être en phase avec ce qu'on vient de se dire, et puis un autre livre, ou un film, ou ce que vous voulez, qui peut éclairer, en fait, sur les sujets qui ont été les nôtres aujourd'hui. Alors, un livre, moi je conseillerais celui d'Alain Supiot, qui s'appelle La gouvernance par les nombres, chez Fayard, si je me souviens bien, qui sont ses cours au Collège de France. Donc des années 2012-2014, je ne sais plus la date exacte, mais c'est à peu près ça. Je trouve que ce livre est très très intéressant sur la manière dont... donc il a pris le titre, La gouvernance par les nombres, il l'a repris d'Alain Desrosières, volontairement, qui était un grand sociologue de la statistique, qui travaillait à l'INSEE, et qui avait beaucoup contribué à travailler sur l'histoire de la statistique et sur le poids des statistiques dans la vie quotidienne et dans la vie politique. Le livre de Supiot, je trouve, est très intéressant, parce que Supiot est un juriste. Donc c'est quelqu'un qui a une perspective à la fois juridique, politique, mais aussi donc tout cet intérêt pour comment les chiffres viennent envahir notre société et puis comment c'est pas obligatoire. Supiot, c'est notamment un amoureux du Japon, et donc il fait pas mal de références au Japon et à d'autres cultures et d'autres civilisations contemporaines et historiques qui nous permettent de sortir un peu de notre petite boîte franco-française. Donc je trouve que c'est un livre qui fait du bien. Bon, moi, je vais conseiller qu'on lise votre dernier bouquin. Alors, Et la pomme ne tomba pas sur la tête de Newton. Vous revenez sur les mensonges dans l'histoire des sciences et qui est sorti donc en 2024. Chez qui d'ailleurs? Chez Albin Michel. Chez Albin Michel. Merci beaucoup, Antoine Garcia. On aurait pu faire des heures, vraiment, parce qu'on a ouvert plein de portes, plein de sujets. C'était absolument passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Voilà, c'était le 5e épisode de Dépropaganda. J'espère que nous avons un petit peu éclairé votre lanterne sur le pouvoir des chiffres. À vous maintenant de jouer pour le pouvoir du nombre, le nombre de ceux qui s'abonnent via la plateforme de podcast de leur choix. Merci à vous tous et à très vite.